long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, un épisode un peu spécial. Vous avez dû suivre la semaine dernière, c'était immanquable, la sensation Victor Wembanyama avec les 2 matchs joués contre l'équipe de G-League, de son principal concurrent pour le titre de futur premier choix de draft, Scoot Henderson. Pour ce numéro un peu spécial, on a la chance d'avoir un invité, au-delà de retrouver mes acolytes Shai Mamou et Antoine Pimel. On a avec nous Pascal Givernet, journaliste émérite, donc vous avez certainement déjà dû croiser la plume si vous êtes passionné de basket depuis des années, actuellement qui travaille en freelance, mais qui participe souvent à des articles pour Canal. On a la chance de l'avoir avec nous parce qu'il a signé un portrait de Victor Wembanyama dans le magazine Slam, la bible un peu du basket US pour beaucoup d'entre nous. Du moins, on est pas mal à avoir beaucoup appris en lisant ce magazine par le passé. Donc, on est ravis de t'avoir avec nous. Pascal, bienvenue dans le podcast. Comment ça va, toi ? Merci de m'inviter. Ça fait plaisir de retrouver tout le monde un peu. Merci. Oui, c'est un plaisir. Alors, pour la petite anecdote, c'est assez marrant parce que Shai et Pascal se connaissent par des connexions new-yorkaises. Et avec Pascal, en fait, on a eu l'occasion de bosser pour le même média, mais sans jamais se croiser parce que moi, j'étais pigiste à Paris et Pascal était t'étais longtemps basé à New York, même jusqu'à très récemment, n'est-ce pas ? Oui, jusqu'en 2018. Ouais. Voilà, donc c'était pour Feu Basket News, pour les anciens qui se rappellent un petit peu de cet hebdomadaire du basket qui est maintenant, enfin, si vous lisez Basket Le Mag, sachez simplement que c'est la progéniture de Basket News. Pour revenir un petit peu sur la sensation Victor Wembanyama, on est obligé de parler des 2 matchs qui se sont joués la semaine dernière dans le cadre de cette opposition entre Boulogne-le-Valois et le G-League Ignite. Toi, Pascal, comment alors toi qui as pas mal de connexions américaines encore, quels ont été les retours des collègues que tu as ou des connaissances américaines que tu as après ces 2 matchs de Victor là-bas ? En fait, en ce qui concerne les scouts NBA, tout le monde l'avait vu jouer. En fait, tout le monde savait un peu ce qui valait. Et en fait, le match n'aurait pas changé grand-chose par rapport à la cote de Victor. En fait, même si le gars il faisait 1 sur 20 au final, vu les capacités, vu ce qu'il sait faire. Je pense que tout le monde savait déjà ce qu'il savait faire, hein, donc ça a pas. Mais c'est clair que par contre, ce qui était marrant, c'était les gars de Slam, donc qu'ils n'avaient jamais vraiment vu jouer et qui me disent après avoir lu l'article, on est super excités, on a trop envie de le voir, quoi. Trop envie de voir ce que ça va donner et du coup, mais non, c'était quand même assez la folie, quoi. C'était quand même la folie, quoi. Les gens étaient contents et j'attendais de voir un peu surtout comment il allait répondre à la pression. Ouais. C'est toujours un peu ça, quoi. Parce que, ouais, c'est une super opération de com, en fait, qu'ils ont fait comme sport, hein, avec la G-League. Et, je ne sais pas si vous voulez, sur la genèse, en fait, la G-League a essayé pendant longtemps, pendant plusieurs mois, de faire venir Victor. Ouais. Ils voulaient l'avoir au sein de G-Unite. Directement, ouais. Ouais, ils voulaient qu'il joue avec un salaire assez confortable, d'après, s'il faut en croire ce que dit Bouna, 20 fois supérieur à ce qu'il gagne maintenant à Levallois. Mais en fait, ils ne voulaient pas. Et donc, ils ont tout fait pour mettre en place un event afin que le public américain s'acclimate, fasse connaissance avec Victor avant son arrivée dans un an en NBA. Et c'était vraiment important pour eux. Et du coup, ils ont bossé avec Sharif Abdourahim, entre autres, qui est le big boss de la G-League. Et ils ont mis ça en place. Et ce qui est marrant, c'est que ça a fait froncer les sourcils en fait en France. Enfin, c'est une manière d'agir qui est très différente. Et puis chez nous en France, quand on reste pas dans les rails, ça dérange toujours, ça démange, ça gratte. Donc, mais au final, même moi, j'étais surpris parce que c'est pas du tout le genre de fonctionnement qu'a comme sport habituellement. Et ils m'ont dit on a un gars différent, donc on change nos méthodes. Ouais, parce que ça avait pas mal fait. Je sais que ça a un peu fait parler dans le basket français, de voir reporter une journée pour qu'un prospect, même si c'est un prospect un peu unique dans l'histoire,
puisse aller faire un showcase aux États-Unis pour mettre en valeur du coup une personne, même si le club en a retiré des bénéfices, très certainement. Je trouve, enfin, c'était un risque c'était un vrai risque, je pense. Et mine de rien, tout ce qu'on est ressorti a l'air positif, aussi bien pour lui que même pour l'équipe, en fait. Moi, j'aimerais réagir sur la pression. Je suis d'accord avec Pascal. Alors, je pense pas qu'il avait gros à perdre, pas, éventuellement, mais bon, c'est vrai que quand tu es numéro. Voilà, comme tu as dit, de toute façon, il le connaissait déjà. On sait déjà que c'était le numéro un, mais par définition, quand tu es numéro un, tu peux que descendre. Et donc, tu vas quand même jouer un match dans un autre pays avec un décalage horaire. Il est arrivé, lui, avant même le match, il assume, il dit, voilà, Scoot Anderson, c'est un super joueur. Dommage, si j'étais pas là, il aurait pu être drafté en 1. Et donc, il a parlé. Il y avait la pression, il s'en est rajouté et il l'a assumé, mais enfin, comme un chef, en fait, quoi. Ouais, Et parce que ça, c'est très, très fort. C'est à 18 ans de se dire, bon, ben, je vais venir, je vais jouer mon jeu. Bon, on sait qu'après, les ballons étaient pour lui. C'était quand même, comme je pense, le mot showcase, il est pas mal. Mais franchement, mentalement, c'est très fort, je crois. Au moins aussi fort, voire plus que ce qu'on a vu sur le terrain. Un, c'est cet aperçu de sa mentalité. Et je pense aussi, c'est aussi ce qui a beaucoup plu aux Américains, d'ailleurs. ouais, carrément. Et on parlait donc de pression assumée. Au match 1, 37 points, 4 rebonds, 5 contre. Match 2, 36 points, 11 rebonds, 4 contre et 4 passes, plus la victoire. Effectivement, on savait que les ballons seraient pour lui, mais après, faut quand même faut mettre les points. Clairement. La G-League, ça vaut ce que ça vaut. Mais encore une fois, voilà, les tirs extérieurs qu'il a mis, je pense que comment dire, les observateurs extérieurs qu'il n'avait pas encore vu jouer ont dû être étonnés par sa technique. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, notamment dans le deuxième match, c'est qu'il a réussi à montrer beaucoup de choses. Il n'a pas montré que les tirs à 3 points, il a montré bien sûr son impact défensif énorme, son implication au rebond, un peu de jeu posté aussi, parce que voilà, avec les grands fins comme lui et comme Porzingis, des fois on se pose la question de savoir s'ils pourront malgré tout apporter un petit peu de près. Il a montré énormément de diversité dans son jeu au bout du compte. Même des Non, il y drives a et des, tout. il y a des actions hallucinantes en plus. Il y a une action, enfin, je sais pas, vous l'avez. Pour moi, l'action du match, c'est sur cette contre-attaque. Là, il y a Waters qui lui fait une passe en arrière, comme ça, il récupère le ballon, il est en tête de raquette. Mm. Il fait un dribble le long de la ligne à 3 points. Ouais. Il prend son appel, il tire, la hauteur du tir à 3 points. Elle est folle. Ouais. Le mec qui est à côté de lui. Parce que non seulement le gars, il est grand, mais il a de la détente. Mm. Et ça devient n'importe quoi. Et il a montré. La deuxième performance, pour moi, est plus impressionnante que la première, parce que répéter la même chose en montrant, comme vous dites, une diversité de points, une manière de marquer qui est différente, c'est très, très impressionnant. Et avec cette impression de facilité. Mm. C'est une facilité à la Stephen Curry. Mais sauf que le mec, il fait 2,23 m. Ouais. Non, non, on n'a jamais vu ça. Hein. Non, mais je partage Et tout à fait je ne ton. suis pas parti de son fan club. Hein. Mais c'est clair que vous êtes tous allés le voir jouer, j'imagine, que ce soit à Nanterre ou à Levallois. Ouais. La première impression visuelle est très, très perturbante. Ouais. Parce que le gars arrive et en fait, on attaque, on oublie qu'il fait 2,23 m. C'est comme si on avait un gars qui faisait 1,96 m et qui fait ses moves. On retrouve cette dimension, cette taille en défense, où là, bon, bah, le gars, c'est difficile de le louper. Mais à un moment, on oublie qu'on est en train de regarder un mec de 2,23 m. Il y a une telle fluidité, une telle aisance, une telle rapidité. Et c'est pour ça, enfin, il est sympa, le Scoot Anderson. Hein, c'est un très, très beau joueur. Mais les Ricains, ils en produisent à la chaîne, des mecs comme ça. Ouais. Chaque année, il y en a un. Il est très, très beau. C'est un magnifique joueur, peut-être même plus aérien, à la limite plus facile encore que Westbrook, en étant plus petit. Mais il y a une action qui est assez. Bon, c'est malheureux de pointer cette action, mais le choc genou contre genou, Ouais. avec Anderson qui est un pitbull. Hein. Anderson, c'est une bonne masse. C'est clair. Les deux tombent par terre. Et au final, celui qui se relève, c'est pas celui dont on s'attend à ce qu'il se relève, en fait. Ouais, c'est Et clair. ça, je pense qu'au niveau des scouts, ça a eu un impact aussi Mm. sur la prétendue fragilité physique de Wembanyama. Donc, non, non, tout était, que ce soit devant les médias, sur le terrain, l'aisance après avec les fans, la facilité en interview, c'est une opération de com réussie à 400%.
Ouais, bah, c'est clair. Et puis, c'est vrai que ce qui était intéressant avec ce deuxième match, c'est qu'il y avait déjà la pression d'avoir cartonné au premier match. Et on sentait aussi que le Ignite l'avait un peu ciblé. Ils ont essayé de jouer plus dur avec lui. Fait que son début de match a pas été simple au bout du compte. Et j'ai vraiment trouvé impressionnant la manière dont il a réussi à remonter malgré tout en puissance et à finir très fort. Et en plus, même si c'est peut-être anecdotique, repartir avec la victoire, tout ça, je pense effectivement, il a marqué des points, mais pas que sur le terrain. Il a coché tout un tas de cases dans l'œil des scouts. Ça, c'est clair et Mais net. médiatiquement, en fait, il y a aussi le fait que jusqu'à présent, il se faisait rare dans les médias par choix de son camp, hein. Et là, le fait que donc, ton article aussi dans Slam participe à ça, le fait que des gens aient pu le découvrir un peu, et le fait que lui il se soit exprimé même auprès des médias américains et tout ça, ça a aussi contribué à ça. On l'a un peu découvert médiatiquement et en anglais, je l'ai trouvé à l'aise. Alors, il fait pas spécialement de trash talk ou de trucs comme ça, mais le fait de dire ouais, je suis le numéro un, je l'assume, j'ai trouvé ça intéressant aussi. J'ai jamais eu un gars comme ça aussi à l'aise en anglais. Ouais, Et à 18 ans, y compris Tony, dont le père est anglais, hein. ouais. Américain, pardon. Parle anglais, je voulais dire. Non, non, c'est impressionnant. Il est très, très fort mentalement, hein. C'est même niveau que Tony Parker en même âge, hein. Eh ben, justement, ce serait intéressant que tu nous parles un petit peu des coulisses de ton article pour Slam. Donc Slam qui a carrément fait la cover avec Victor et au-delà de ta plume, on retrouve aussi des magnifiques photos de Kevin Coolio. Là, c'est pareil, si vous êtes un habitué de Rivers, vous avez croisé ces photos ou ces reportages depuis quasiment depuis notre numéro 1 de toute façon. Est-ce que tu peux nous raconter, donc on sait que toi, tu as vécu à New York, tu connaissais assez bien les journalistes de Slam, mais malgré tout, comment ça s'est passé un peu en coulisses? Comment est-ce qu'ils t'ont contacté, approché pour ce papier? Bon, en fait, ils ont négocié ça en amont pas mal avec l'équipe de Victor, avec Comsport. Et en fait, ils voulaient au départ faire le shooting à New York. Et puis, le mec de Comsport lui dit, mais non, le gars, il est français, il est parisien, on fait pas ça à New York. Si vous voulez le faire, il faut que vous veniez à Paris, quoi. Et même si, in fine, Victor, il n'est pas vraiment parisien au final. C'est un petit gars de l'Échéné, quoi. C'est pas tout à fait la même. Mais bon, non, ils voulaient le faire en France et du coup, ils ont négocié, puis ça s'est mis en place. Et en fait, les gars de Slam que je connais très très bien, ils avaient complètement zappé en fait que j'étais à Paris. Et c'est Kevin Coolio qui dit, il y a Pascal qui est là. Et puis, ah oui, il y a Pascal qui est là. Et puis du coup, voilà, mais j'avais complètement zappé que j'étais là en fait. Tu sais, quand tu Loin des yeux, loin du cœur pour c'est les toujours pour les comme ça, loin New-Yorkais. des Ouais. yeux, loin du cœur, hein. Et ils avaient complètement. Alors qu'on se parle de temps en temps, hein, mais ils avaient complètement zappé. Parce que c'était un peu difficile pour eux de faire venir quelqu'un de New York, j'ai l'impression. Et c'est Kevin qui a mis tout ça en place. C'est Kevin qui a trouvé le studio, c'est Kevin qui a mis la bonne ambiance ce jour-là, parce que tu vois, il faut arriver à mettre tout le monde à l'aise. Et Kevin, il est très très bon là-dessus. À mettre les parents, le papa à l'aise, tu vois. Et du coup, de par son passé, de par son expérience, il a mis en place une bonne ambiance. Et ça s'est très bien passé. Puis Victor, il était très, comment dire, très content de faire ce photoshoot, curieux de tout. En fait, Victor, c'est un mec qui veut comprendre tout ce qui se passe. Hmm. Donc, que ce soit au basket, que ce soit si tu fais faire de la musculation, du yoga, whatever, il faut qu'il comprenne le processus. Et donc, c'est intéressant d'avoir un jeune comme ça, de 18 ans, qui vient regarder les poses, il dit, ah ouais, attends, on va la refaire, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Et c'est sympa de voir quelqu'un qui est impliqué comme ça. Et puis, puisque c'est la petite quote que je mets dans l'article où je lui dis alors, ça te plaît de faire ça? Il dit oui, oui, ça me plaît bien. Il dit mais c'est de l'art la photo. Et puis moi, je suis un artiste. Et je trouvais ça marrant qu'il me sorte ça. Tu vois, il est vraiment différent en fait. Et du coup, il filtre vraiment au compte-gouttes ce qu'il dit, ce qu'il laisse filtrer sur sa vie privée. C'est pas facile. De ce côté-là, tu vois, c'est plus facile tout de suite d'échanger au même âge avec un Tony Parker Ouais. qui se livre et tout ça. Et Victor, lui, fait plus attention, mais dès qu'il ouvre la vanne, c'est très très bon. Mais on sent un mec qui réfléchit beaucoup et il est un peu en mode oui, c'est exclusif, ce qui est rare et cher. Donc, je veux pas tout vous donner. D'accord. Ouais, donc tu as eu le sentiment d'être face à un mec hyper mûr, en fait, vraiment.
Ah ben, et je veux dire, moi, je me suis revu à 18 ans, voilà, quoi. J'étais à côté, j'étais en couche-culotte, quoi. Non, non, c'est impressionnant. Beaucoup de maturité, beaucoup d'intelligence. Et tu lui poses une question, il t'a fait une réponse, il continue d'y réfléchir. Et une question après, il te dit, ah, mais au fait, sur ça, là, c'est assez marrant, je lui posais une question sur quand il était venu, quand il avait fait toute sa session d'entraînement avec Holger Geschwinder, Ouais. le mentor, le gourou, on va dire, le gars qui a formé Dirk. Et il prend la peine de vraiment t'expliquer dans les détails. Ça a été la plus longue réponse qu'il m'a faite, hein, quasiment, et la plus intéressante de toute l'interview presque, parce qu'il prend vraiment le t'expliquer dans les détails ce qu'il a appris avec Holger, comment ça peut bénéficier son jeu, le côté pas seulement basket, mais aussi technique, spirituel, une manière de penser en fait qui est différente. Et on sent vraiment qu'il réfléchit à tout ça. Je pense que ça a dû être marrant parce que Holger fait faire des exercices qu'on a vu, qu'on voit nulle part ailleurs, hein. Et il a vraiment kiffé bosser avec Victor. Parce que tu fais faire des exercices où tu es en déséquilibre complet qui sont en fait à l'opposé de ce qu'on t'a appris avec tes coachs, où il faut être bien positionné, bien en équilibre, les épaules, les jambes, tout ça. Et Holger, il te dit non, il faut que tu sois un peu tordu. Et du coup, lui, Victor, il a posé des questions, il a essayé de comprendre. Et Holger a vraiment kiffé ça. Et je pense qu'il n'a pas dû souvent passer un coup de fil après pour dire le mec, il n'a pas besoin de coach. Ah oui, c'était Il sort ça à Bouna, il dit il doesn't need a damn coach. Et là, tu fais OK. Enfin, c'est assez marrant. Et du coup, oui, on arrive quand même à découvrir un peu sa personnalité en passant, parce qu'on a passé. Il est arrivé à 9h30 du matin et on s'est quitté vers 16h. Et encore, on s'est quitté à 16h parce que le gars, après toute une journée de shooting, il voulait aller voir jouer Paris Basket contre le Maccabi. Donc, tu vois, il fallait qu'il soit à l'heure parce qu'il allait louper le match. Et donc, tu vois, enfin, passionné à 200%, les gars. Et non, c'est très, très intéressant, quoi. On a envie d'en savoir plus, en fait. Hmm. En fait, moi, j'avais envie d'assister à des séances de muscu, j'avais envie à. Et en fait, on te dit tout de suite, ah, ça va pas être possible. Non, non, il préfère pas. Voilà, ben, il t'a donné tant, tu peux pas avoir plus. Et là où avec un Tony Parker ou à l'époque, s'il faut comparer avec au niveau de talent, même si je pense que Victor, c'est même au-dessus de Tony, aussi hallucinant que ça puisse paraître. Tony était dispo, il n'y avait aucun problème, c'était très très facile de l'avoir. Même à la limite, il t'appelait pour demander des nouvelles. Là où Victor vraiment fait attention en fait les fenêtres où il te laisse ouvrir justement cette fenêtre sont vraiment très cadrées. Ouais, parce que ce qui est fou, c'est que même si pour Tony, ça avait commencé déjà très, très jeune, à la fois, ses performances et la hype, pour Victor, c'est quasiment depuis qu'il est en U13, hein, qu'on entend Oui, son nom, en région parisienne, sur, un fantastique prospect, voilà, qui est immense, délié comme c'est pas possible. Ça fait que je pense qu'effectivement, les parents et son camp ont vite vu, les proportions que ça pouvait prendre et ont vite mis des garde-fous, en fait. bah, les parents n'ont pas envie de parler, hein. Clair et net, moi je les ai rencontrés. J'ai été introduit par Bouna et Jérémy qui étaient en mode voilà, on a totalement confiance en Pascal, vous pouvez faire l'interview. Il n'y a jamais eu d'interview. D'accord. Et j'ai senti au bout de 2 secondes, hein, j'ai senti que ça n'allait pas le faire, quoi. Je... j'ai- j'ai- Après, moi, je me vends peut-être pas très bien, hein. Moi, je suis venu en mode voilà, c'est toujours important, intéressant quand les parents parlent, parlent de leurs enfants. Et c'est comme ça qu'on arrive à mieux les connaître. Mais au final, non. Ils n'étaient pas intéressés. Ils n'étaient pas intéressés, les parents de Victor. Donc, ce qui est un peu dommage, parce que ça aurait été sympa de pouvoir découvrir un peu plus et d'apprendre un peu comment il était quand il était tout petit, quand il était ado. Mais ils ne voulaient pas du tout. Et c'est tout à leur honneur, hein, il n'y a pas de problème. Je sais que Bouna et Jérémy ont refait le forcing, hein. Parce qu'à un moment, Ouais. ils me disent non, non, mais ça va le faire. Et en fait,
Jamais, quoi. Et bon, bah, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Les gens n'ont pas à parler à tout le monde, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais lui, tu as l'impression que si tu te poses avec lui pendant longtemps, ça peut être très, très intéressant. Et Et tu même penses en dehors du basket. ouais, et tu penses que, parce qu'on sait que pour les jeunes joueurs, c'est pas quand ils arrivent dans un pays étranger, enfin NBA, avec la hype qui va être la sienne, tu penses que sa famille va l'accompagner ou est-ce qu'on sait déjà si ce que sera son entourage là-bas ou est-ce qu'il va y Ça va aller être tout compliqué seul parce que tu as Oscar et la Oscar qui est veille? le petit frère, Ouais, qui est à Lasvel. Donc, tu ne vas pas abandonner Oscar. Tu as c'est la ça, grande ouais. sœur aussi. Mm. Donc, bon, qui va l'accompagner? Mais ça, après, au niveau maturité, au niveau prise en charge, machin, le gars, il est bien, hein. Justement, moi, j'ai une autre question du coup qui est plutôt qui est à peu près dans le même ordre. Par rapport à ce que tu as vu de lui, ce que tu as découvert de lui, oui, justement, comment tu imagines un peu son adaptation euh, de ce qu'on entend, on se dit que ça va aller comme sur des roulettes au final, mais voilà, comment tu arrives, si tu projettes un peu, comment tu penses que ça va se passer pour lui à ses débuts en NBA du coup? Au niveau adaptation, tu veux dire sur le terrain ou en dehors Non, du non, non, terrain? plus en dehors, Oh, il n'y aura aucun dans la problème. Il n'y vie, aura dans la aucun vie de problème. groupe, ouais, voilà. Il n'y aura aucun problème. C'est un gars, enfin, je veux dire, histoire de bien situer un peu la maturité. Quand il a commencé en U15, donc lui avait 13 ans, donc 2 ans de moins que tout le monde. Et très vite, donc je parlais de ça avec en fait Brian George, qui est responsable pardon, de la vidéo au sein de l'équipe de France, et assistant coach aussi vidéo au sein de l'Asvel, qu'il a eu en U15. Et il m'a dit, il y avait un gosse qui venait me parler et qui venait argumenter sur la pertinence de tel ou tel exercice qu'on faisait à l'entraînement, c'était Victor. Il y avait un gosse qui était là pour détendre l'atmosphère et avoir ce rapport, parce que souvent, ben, les gamins à cet âge-là, l'adulte, il dit, il faut faire ça, on fait ça. On ne va pas aller taquiner trop l'adulte. Il y avait un gars qui venait le taquiner, lui, c'est Victor. Il dit, c'était lui un peu le clown, entre guillemets, mais pour arriver à un peu, comment dire, mettre un peu une détente et faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise, alors que c'est encore une fois le plus jeune. Une maturité assez exceptionnelle. Il me racontait une anecdote. Il me disait que quand il avait 14 ans, il a participé à ce tournoi Next Gen avec Barcelone en Espagne, où il a tout cassé, il a vraiment bien joué. Et donc, le but, c'était qu'en fait, au bout d'un moment, il joue pour Barcelone, en fait. Et il revient et il dispose, donc il me dit, parle d'un gosse qui a 14 ans, quoi. Il me dit ouais, j'ai dit alors, comment c'était? T'as été le match diffusé à la télé et tout, t'avais le maillot de Barcelone, trop la hype, trop bien. Et puis Victor lui fait ouais, moi j'ai pas aimé en fait. Il dit comment ça t'as pas aimé? Il dit bah même quand je faisais de la merde, il me disait c'est bien, c'est bien. Il dit moi j'aime pas ça. Moi j'ai besoin qu'on me dise quand t'as pas bien joué, bah t'as pas bien joué. Et que du coup, je me suis dit que bah, je ne serais pas bien encadré et que j'étais bien à Nanterre. Et il dit un gars de 14 ans qui te sort ça, qui te dit en fait qu'il a envie d'être coaché. Qu'on ne lui dise pas amène à tout. Dis-moi, de manière, il disait, moi, à la fin de mes 2 années et demie avec Victor, je suis devenu un meilleur coach grâce à lui. Il m'a cassé de tous mes stéréotypes, de toutes les valeurs que j'avais. Grâce à lui, j'ai découvert un autre basket, une autre manière de coacher. Donc, pour répondre à ta question, je crois que le gars, comme Tony, à son arrivée, tout le monde connaît cette anecdote de Tony qui arrive à San Antonio, il ouvre son compte en banque, il va lui-même gérer l'agence immobilière pour prendre son appartement et surtout aller voir tous les joueurs de l'équipe pour leur mettre la misère à PlayStation sur NBA, une sorte de NBA Live à l'époque, histoire de bien marquer son truc. Il était prêt mentalement. Je pense que Victor, dans un autre style, il n'y aura pas de problème pour s'adapter à la vie. Il était très, très, très content parce qu'il a découvert les États-Unis pour la première fois cette année. Il n'avait jamais été, il y a été cet été. Ça lui a vraiment plu et surtout, il s'est dit, ben, c'est le pays où tout est mis en œuvre, tout est mis en place pour qu'en tant que basketteur, tu arrives à maximiser ton potentiel, à atteindre ton potentiel,
tout est mis en place. On lui dit, si tu n'y arrives pas là-bas, c'est que bon, voilà, tu n'as rien compris, quoi. Mais non, je pense que ça ira bien. Mais encore une fois, après, moi, je m'avance, je reste sur une impression. Je ne le connais pas, hein, Victor. Hein. Mais le peu de temps que j'ai passé avec lui, moi, je suis ressorti très impressionné. Et même si il y a eu du coaching au niveau de la communication, peut-être, je ne pense pas. Hein. Même s'il y avait eu tout ça, et je ne pense pas qu'il y a eu tout ça, non, c'est très, très impressionnant. Ouais, Sportivement, pardon, vas-y, Charlie, vas-y. sportivement, c'est-à-dire que c'est pareil au niveau de l'adaptation. Tu as zéro crainte par rapport à la destination qui peut être la sienne, parce que quand on regarde un peu, forcément, on est déjà obligé de se projeter sur les équipes sur lesquelles il peut atterrir. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression que ça fera qu'il aura le même, que l'atmosphère sera pareille pour lui s'il atterrit à San Antonio que s'il est à Oklahoma City ou Houston. Tu vois. Est-ce que tu penses que indifféremment du contexte, il arrivera à... Ça, par contre, c'est une autre chose. Mais je veux dire, après, les gars, maintenant, on est en 2022. Si en 2020, enfin, ce sera 2023 à l'époque. Si en 2023, tu as maté Victor depuis qu'il a, on va dire, 15 ans ou 14 ans pour ceux qui le suivent depuis vraiment longtemps et que tu ne sais pas comment l'utiliser sur un terrain, c'est grave quand même. Je veux dire, là, maintenant, bon, après, on est quand même dans une franchise qui a drafté Doncic en numéro 3. Hein. Mais non, là, quand même, je pense qu'il va être bien utilisé. Hein. Non, je pense que. Mais c'est clair qu'il y a des franchises où tu as envie de le voir plus atterrir que d'autres. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la franchise qu'il choisira saura aussi qu'elle a la pression tout de suite et qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi vu le buzz qu'il y a autour de lui. Ce qui était intéressant, au-delà de ce que tu disais sur l'œil des scouts, Pascal, c'était aussi de voir autant de joueurs NBA finalement qui avaient suivi ces deux matchs, il y avait même LeBron et Anthony Davis qui étaient sur place pour l'un des deux matchs. Est-ce que vous avez été un peu surpris de voir à quel point cette hype s'était répandue et même avait fait des vagues jusque dans la NBA au sein des joueurs? Alors moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un tel phénomène quand même. Hein. Kevin Durant qui s'est exprimé sur lui, enfin tout le monde s'est exprimé sur lui. Giannis, on lui a posé des questions à Abu Dhabi sur Wembanyama. Je pense que la Ligue a dû un peu halluciner, même si les raisons pour lesquelles la Ligue était à Abu Dhabi sont tout autres. Hein. Il y a l'approche marketing, l'envie de percer un nouveau marché. Mais je ne pense pas que la Ligue s'est dit au moment où de programmer ces deux matchs à Abu Dhabi avec les pauvres gars de la G-League là, qui mettaient leurs deux matchs à Anderson, Las Vegas, qu'ils allaient se faire défoncer au niveau de communication par Victor Wembanyama. Mais défoncer de chez défoncer en communication. Même si les gens disent qu'il n'y avait personne dans le stade, au final, sur les réseaux sociaux, de qui on a parlé? Ah oui, mais ils ont on n'a pas parlé de Trae Young ou de Giannis. Ça a été épisodique. C'était la folie Victor. Et puis quand tu as LeBron, le meilleur joueur au monde, le Padre, Don Corleone, qui te sort ce genre de statement sur Victor en étant en plus une analyse bien précise, où il prend le temps de vraiment expliquer l'impression qu'il a eu en regardant le mec dit que c'est un alien, quoi. Même pas un extraterrestre, il dit que c'est un extraterrestre, le gars. Et non, l'impact, moi je m'attendais, je ne pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Ça crée une hype par-dessus la hype, en fait. C'est ça, il y avait une hype, mais un peu entretenue par le mystère. Et là, avec ce qu'il a montré, il y a une hype encore supérieure. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'une des premières questions pour Adam Silver, justement, à Abu Dhabi, c'est vous avez vu Wembanyama, et est-ce que vous n'avez pas peur pour le tanking? Il a dû répondre à ça tout de suite. Et même lui, il a été extrêmement positif sur ce qu'il a vu. Il a dit qu'il avait regardé. C'était le genre de joueur il a utilisé des termes forts aussi, enfin, game changer. Ils disent pas ça. Les deux premiers mots qu'il dit, c'est « Oh my ». Ouais, oh my. Les deux premiers mots qu'il dit, c'est « Oh my ». Ouais. Ok, d'accord. C'est pas pour tous les prospects que le comiche est interrogé là-dessus et va te sortir des. C'est vraiment ça, c'est vraiment le fait que tout le monde ait eu besoin ou ait été interrogé sur le sujet. Et forcément, le fait que ce soit un Français, même si nous, on avait conscience de la hype et tout, c'est ça que je trouve le plus impressionnant, en fait, à l'instant T, en tout cas. Non, puis il faut se réjouir. Il y a déjà des gens, enfin, on est bien français quand même, il y a déjà des rageux, on en fait trop. Mais, et alors? Je veux dire, là, tu as le Valois, il y a des gens dans le Nevada, ils connaissent le Valois. Ils connaissent le Valois, ils ont découvert la LNB,
Mais c'est extraordinaire. C'est une opportunité sensationnelle pour le basket français. Même si c'est à travers il y a Oyufat, le gars Oyufat, il est huge au State. Oyufat, moi, ça doit faire 5 ans que je fais des blagues sur Oyufat, elles sont jamais reprises. À chaque fois, je dis, là, dès qu'il va arriver au State, il va tout casser. Ça s'est jamais repris. Et le gars, il est arrivé, bim, Même Kevin Hart, il a fait des blagues dessus. mais oui, je veux dire, et puis pour la première fois, on a vraiment, je veux dire, on a vraiment appris son histoire, Oui, sa ouais, famille. Yahoo Sport a C'est fait vrai qu'il y un a une forte papier. communauté chinoise en Guyane, c'est assez clair, et je trouve ça extraordinaire. Et il faut se réjouir de tout ça, je pense, et se dire surtout que dans moins d'un an, le mec, il est plus là. Mm. Donc il faut aller. Moi, j'ai été assister à un match amical, c'est quoi, c'était le Volant contre le Portel, il n'y avait personne dans les tribunes. Les gars, le match, il est amical, il est gratuit. Mais venez voir. En plus, le match, il n'a pas été sensationnel, Victor. Mais c'est quand même sympa de le voir, tu vois. Le match est gratuit. Venez voir le mec. Il faut venir voir Victor. Il faut en profiter. On n'a Ah, pas eu souvent une comète pareille. Parce que c'est vraiment une comète. Hein. Le gars, il va passer, tchoup. Et puis, on ne va plus le voir pendant 20 ans chez nous, hein, à part avec l'équipe de France. Donc, ouais, il faut en profiter. C'est tout bénef pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Et puis on parle de hype. Et effectivement, c'est intéressant les remarques de LeBron parce que finalement, quand on regarde un petit peu les joueurs qui ont été hypés, il y a LeBron, il y a peut-être Zion quand même qui a une grosse hype depuis très jeune au lycée. Et derrière, on a l'impression que c'est Victor en fait, que c'est la plus grosse hype en gros depuis 20 piges. Ah oui, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça. Oui, oui. Et encore LeBron. LeBron était très, très, très hypé. Hein. Et sans les réseaux sociaux. Ouais, ouais, complètement. Avec les Je matchs veux qui dire, passaient sur ESPN, enfin les ah, matchs mais de lycée qui passaient sur ESPN. c'était dingue, quoi. C'était vraiment, vraiment dingue. Tu sais, LeBron, je crois que. Je crois que je vais assister à. Je vais au ABCD Camp. C'est la première fois qu'il y va. Et je me retrouve avec. Mince, comment il s'appelle? Avec Mike Brown, qui à l'époque, donc le futur coach de LeBron à Cleveland, mais qui à l'époque est numéro 4, on va dire, au sein des Spurs. Et je viens d'arriver. Et moi, je suis venu pour voir. Je suis venu comme ça, quoi. Je me dis, ça va être sympa. Je suis Il y avait pas les Nick Cook spécifiquement encore, non? venu pour voir LeBron. Ouais, il y avait les Nick Cook, il y avait qui dans c'était une Bon, belle il y avait génération Lenny aussi. Cook, il y avait Telfair qui était là aussi. Ouais. Tu avais le nouveau, soi-disant le nouveau Jordan, tu avais O.J. Mayo. Et donc j'arrive, et puis je dis alors. Il dit, bah moi je viens d'arriver. Je dis, parce que je connaissais Mike Brown grâce à Tony. Et il dit, bah je viens d'arriver, attends, on regarde. Et puis on regarde, première action, je crois qu'il y a une presse tout-terrain qui est mise sur lui. Il te pète la presse en 2-3 mouvements. Et Mike Brown me dit, il y a peut-être 5% des joueurs en NBA qui peuvent te faire cette action. Et le gars te sort ça. Et entre le début de la semaine et la fin de la semaine, non, c'est sans précédent la hype qui est autour de LeBron. S'il y avait eu les réseaux sociaux Ouais. à cette époque, et je pèse mes mots, hein, Victor, c'est rien. LeBron, c'était dingue. Dingue, 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 dingue. Sans les réseaux sociaux. Et oui, non, on n'a pas vu ça depuis. Ouais, on n'a pas vu ça depuis. LeBron remercie d'ailleurs, il l'a dit l'autre jour, il remercie le ciel de ne pas l'avoir mis à une époque où il y avait les réseaux sociaux, parce qu'il dit ma vie aurait été complètement différente. Il ne sait pas s'il aurait pu gérer aussi bien, parce que voilà, l'exemplarité de sa carrière, même en dehors du terrain, tout ça, il a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir gérer aussi bien en grandissant à une époque différente. Alors Ah qu'il a non, déjà mais vécu imagine, je suis sous les arrivé à caméras, vendre un quoi. papier pour Le Monde sur LeBron à 17 ans. Mm. Ils m'ont dit on prend banco une page. Et puis à l'époque, voilà, sans réseaux sociaux, sans rien. Donc, non, ça aurait été, je pense que ça aurait été dingue. Mais oui, on n'a pas vu ça depuis. Surtout, et en plus, il est étranger. C'est ça qui est impressionnant dans le cas de Victor sur la hype aux États-Unis. Au-delà du fait que les barrières sont tombées depuis un petit moment quand même maintenant, que le fait aussi que Luka Doncic, parce qu'en fait la hype autour de Luka en Europe était très forte, et bon, il était déjà plus aguerri, hein.
champion Les d'Euroleague, Américains qui n'ont pas etc. cru, quoi. Ah, mais il y a rien à voir entre Mais le CV de Lucas et le CV de Victor. On est d'accord, mais Le ce gars, qui il est est fou, c'est champion d'Europe, il gagne 3 fois avec Real Madrid. Enfin, et aux États-Unis, il y avait pourtant encore des doutes, quoi. Comme tu le rappelais tout à l'heure, il n'a pas été ouais. choisi en premier pick et il y avait encore des sceptiques à dire ouais, mais on ne sait pas trop à quel est le niveau qu'il affronte, alors que le gars il joue en Euroleague, c'est un niveau qui est largement plus fort que la NCAA, bien plus dense, etc. Et là, en finalement quelques années, on sent que bah, ça c'est fini, quoi. Là, l'hype, enfin, personne ne remet en cause sa capacité même à pouvoir Mais jouer et c'est à parce que répliquer en Victor est NBA. venu. Ouais. Ah, parce qu'il est venu. S'il n'est Oui, pas venu, t'as raison, c'est vrai. ça serait pas pareil. C'est parce qu'il est venu. Donc tu comprends pas, ils ont. Ce qui est fou, hein, parce que encore une fois, la Sans- G-League, c'est pas Non, l'Euroleague, quoi. bah, non, pas du tout, quoi. Mais ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir, ils ont besoin de voir l'attitude. Mais Puis, je pense au niveau de la NBA, je pense que la cause était déjà entendue, hein. Oui, t'es déjà premier. Non, non, la cause était déjà entendue. Ça fait un moment déjà que, voilà, enfin, s'il avait pu être drafté l'année dernière, le gars, cette année, enfin, il aurait été pris, hein. Enfin, je veux dire, en juin, là, il aurait été pris déjà, Victor. Mais oui, non, je sais pas, ils ont toujours besoin. Enfin, je sais pas, il faut que. Bah, c'est comme partout, l'info de proximité. Je veux dire, il faut que ça se passe chez toi, il faut que tu vois la personne vraiment chez toi pour pouvoir comprendre et pour pouvoir euh, peut-être comprendre mieux l'information. C'est comme ça, hein. est-ce que son profil physique aussi fait pas que enfin, les mecs ont été un peu refroidis par certains grands Européens avant de le voir vraiment jouer? Est-ce Oui, qu'ils oui. ont pas dit ah tiens, ils ont regardé peut-être l'historique de blessures, ah, il s'est fait deux, trois petits trucs depuis qu'il a commencé à jouer chez les pros. Et après, moi, c'est une interrogation. Enfin, même moi et même encore à l'heure actuelle, j'essaie de rester prudent et de pas trop m'enflammer, même si ce que j'ai vu ça m'a voilà, époustouflé comme tout le monde, je pense. J'aimerais le voir vraiment disputer une saison pleine, pas avoir trop de pépins, parce que forcément, on repense aux mecs qui se blessent au pied, les très grands qui se blessent au pied. Euh, mais avec lui, est-ce que le fait que là, on parlait de sa mobilité, de son dynamisme, tout ça, bah, ça fait peut-être que ça donne l'impression qu'il aura peut-être pas, il sera peut-être moins sujet à ces trucs-là. Enfin, moi, Après, lui, c'est un grand qui est différent, hein. Ouais, c'est ça. Et comme il me dit, j'ai toujours été grand. Il dit, Mm. moi, j'ai pas eu à apprendre Mm. à composer avec ma taille. Il dit, j'ai toujours été grand. Il dit donc, bah, c'était ma réalité, quoi. J'ai toujours été très, très, très grand, joué comme ça. Après, il y a des facilités, à mon avis, il y a des facilités athlétiques et une prédisposition qui fait que, parce que même la vitesse de shoot est phénoménale pour un mec de sa taille, les appuis. Et là, il va énormément progresser. Là-dessus, il va énormément progresser. Enfin, physiquement, je pense qu'il ne va pas forcément prendre en volume parce que je crois que tout ce qui est en fait prise de poids et musculation intensive a été mis de Parce que côté. c'est ça le risque. Bah oui. Ouais, ils veulent pas du coup, ils veulent qu'il reste, enfin, un peu comme Kevin Durant en fait, sans Exactement. trop prendre. C'est le conseil qu'a donné Holger à Bouna. D'autres spécialistes ont donné ce conseil à Bouna, ne pas trop modifier en fait sa corpulence, le densifier en fait, mais pas de prise de. Donc, mais c'est clair que quand j'ai parlé à deux dirigeants qui m'ont remis ça sur le tapis. Le Le risque de fait qu'il blessure, tu soit veux dire? fin, Ouais, le fait la qu'il fin. soit fin et que bah voilà, il est entre guillemets fragile. Et il est vrai que quand tu le vois enfin, vous l'avez tous vu, quand on le voit en tenue, c'est saisissant. Ça, c'est Saisissant que dommage. là. Oui, vas-y, pardon, Non, Antoine. non, t'inquiète, moi je t'ai coupé, je pensais que tu avais fini, t'inquiète. Non, vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est dommage, c'est un cliché. Alors bon, je suis fin, donc pas défendre les personnes fines, mais voilà. Bon, alors, je fais pas, évidemment pas la même taille, je me suis jamais blessé. Pourtant, je fais du basket depuis que j'ai 7 ans. Et bon, c'est incomparable évidemment, mais par exemple, si on prend le cas de Kevin Durant, avant sa grosse blessure au talon d'Achille, il n'y a jamais de grosse blessure. Il y en a une avec OKC, je crois. Ouais. Ouais, il y en a une. Il y en a une, mais bon, et pourtant, c'est quand même. Il y a un peu le cliché de fin égale fragile. Et c'est là où ça va être intéressant et surtout important de voir où Victor tombe, parce qu'il y a certaines équipes où, voilà, apparemment, tu vois, tu as déjà 2 dirigeants qui t'ont dit ça. Il y a certaines équipes qui vont se dire, bah non, il faut qu'il prenne du gabarit. Il est intérieur, il faut qu'il prenne du gabarit. Et moi, je ne pense pas. Et souvent, ceux qui se blessent, quand il y a des blessures comme ça de jeunes, c'est des prospects où d'un coup, ils ont tenté de prendre 15 kilos de muscles. Ben Simmons, c'est ce qui s'est passé.
Et Mais pourtant, il ne fait pas la même taille. Victor leur dira non, je pense. C'est ça, c'est pour ça C'est que ça, le j'espère truc. que voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'espère qu'il y aura une franchise qui soit capable, voilà, où ça ne crée pas direct une tension et qui soit capable de comprendre. Et juste pour un côté rassurant sur les blessures, je ne sais pas si Bouna t'en a parlé, mais moi j'ai lu qu'ils sont déjà à fond sur l'investissement pour que justement ils fassent très 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 gaffe. Euh, ils font vachement gaffe à sa santé et ils font beaucoup de prévention sur les genoux, sur le pied. C'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qu'il y avait un gros investissement qui était Il mis y a un gros là-dedans. travail. Il a un Ouais, préparateur physique qui sont fait venir, qui s'appelle Guillaume Alquier, qui est là pour le faire travailler. Il a bossé là-dessus, justement, encore en tout ce qui est biomécanique, avec ok. un gars qui s'appelle Melvin Sanders cet été aux États-Unis. Il continue de faire ses exercices. Il bosse beaucoup là-dessus. En fait, il fait que ça, en fait. Hmm. C'est pour ça, il voulait faire un match par semaine pour ne pas avoir à prendre l'avion, disputer déjà deux ou trois matchs par semaine, et vraiment se concentrer sur comment peaufiner ce corps, le renforcer, le densifier en vue de cette première saison à venir en NBA, et surtout pour montrer qu'il peut tenir une saison sans se blesser, en dehors évidemment des incontournables comme en torse à la cheville Oui. ou autre qui arrive à tout le monde. Mais oui, ils sont vraiment concentrés là-dessus. On est Parce que concentré là-dessus, j'allais y parce venir. qu'en fait, il paraît qu'en fait, Victor, il veut pas. En fait, je demandais à Bouna quel était le défaut de Victor, en bon français, faut toujours demander les défauts. Et il me dit le temps. Alors je le regarde, je fais le temps, et il dit, comme tous les jeunes, il est impatient. Hmm. Il dit c'est quand même un gars, à Lasvel, quand il jouait pas, je le surprenais, il faisait des squats sur le banc. Et donc, il faisait des squats sur le banc, et puis au bout d'un moment, Bouna va le voir, il lui dit, bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que tu comprennes que parfois, il faut que tu appuies sur le bouton pause. Et Victor les regarde, il dit, il faut me forcer. Et donc, C'est énorme. voilà, on deal avec ce genre de gars qui a vraiment envie de bosser, mais pour son bien, il faut lui dire, prends ton temps, tu as tout le temps, tu as 18 ans, et surtout, il grandit encore, ce sec. Hmm. Donc, ils sont super prudents par rapport à ça. C'est vraiment le point sur le développement de Victor, ce pas qui leur fait peur, mais sur lequel ils veulent se concentrer au maximum pour qu'il soit prêt, pour qu'il soit le plus costaud possible, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et du coup, il y a tout un programme qui est mis en place par rapport à ça, quoi. Oui, j'allais y venir là sur cette année là, donc cette saison pour préparer la draft. Comme tu l'as dit, l'idée c'était qu'il joue un match par semaine et qu'il puisse Mm. vraiment avoir du temps pour se préparer physiquement et aussi travailler son jeu. Est-ce que Oui. tu sais toi un petit peu s'il y a des aspects justement dans le jeu qui ont été ciblés, des axes de progression, voilà, sur lesquels son entourage ou lui-même aimerait vraiment mettre l'accent cette saison avant de partir en NBA? Est-ce que tu as des infos un peu là-dessus? Je parlais avec Alain Weiss, donc qui est le GM de Levallois, et Alain Weiss, et qui était marrant. Alain Weiss, en fait, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu penses de Victor? Il me dit, alors attends, on n'a pas vraiment encore eu de gros matchs. Alors là, on a ce tournoi à Angers, là, on se reparle après. Je fais d'accord. Et avant ce match, il est allé voir Victor, il a dit, moi, je veux te voir dominer, mais régulièrement. Et surtout, j'ai envie de te voir t'exprimer dans le jeu dos au panier. Il faut que tu te rapproches du cercle. Et ce qui n'est pas forcément le style de jeu que Victor apprécie. Il aime bien shooter extérieur, Victor. Et sur ce match, les deux matchs là, qu'il a fait contre l'équipe turque, donc j'ai oublié le nom, et Hapoel Holon après, il a bossé sur le jeu intérieur, il a taffé sur le jeu intérieur, il est arrivé à s'imposer. Et Alain me dit, bah voilà, moi je voulais voir ça. Je l'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Il écoute. Hmm. On lui dit, et je sais que j'avais parlé de ça aussi avec Evan Fournier. Et Evan m'a dit, moi j'ai pas envie qu'il devienne Porzingis. Donc, et qui tire qu'à 3 points. Je veux le voir aussi se rapprocher du cercle pour pouvoir après, du coup, encore mieux s'écarter et encore mieux leur faire mal. Il dit, mais qu'il ait cette option. Il dit qu'ils mettent tout ça en place. Donc, je pense que oui, il va y avoir une emphase sur son développement dans le jeu intérieur. Dos au panier. Il a sorti quelques moves. Je ne sais pas si vous avez tous vu là contre Zenit, dont un magnifique move où après
il se décale, il a Vers la ligne de fond, le là. bras, et puis Ouais. il peut complètement décaler, il termine avec qui était vraiment beau, qui était vraiment propre. Donc quand il veut, ça se passe bien. Et oula, j'ai beaucoup de lumière, pardon. Donc quand il veut, ça se passe bien. Mais c'est clair qu'il a une prédisposition pour le jeu extérieur. Enfin, c'est pas souvent qu'on voit un mec de 2,23 m qui recule à 3 points pour pouvoir à la Steph Curry. Lui, c'est ça qu'il aime bien faire. Ben, je sais pas si comme l'anecdote que je raconte sur son premier match en U15, dans l'article où premier match, il n'a pas joué une seule minute avec l'équipe. On le fait rentrer en jeu. Le mec, il part, corner to corner, il reçoit le ballon, il s'arrête à 3 points et shoot. Et c'était marrant parce que bon, on n'arrive pas à retranscrire le côté hallucinant de la réaction de Brian George. George, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ce tir-là? Il dit, c'est pas du tout. Ah! Et il est rentré. il dit, tu fermes ta gueule après, quoi. Tu es là, tu te dis, bon, bah voilà. Il a voulu toujours me montrer, enfin, il a toujours voulu me montrer qu'il pouvait jouer extérieur. Qu'il n'était pas le grand, qu'il est dans la raquette, qu'il fallait donner toujours la balle dans la raquette. Mais je pense que oui, l'axe sur lequel il va travailler cette année, c'est montrer qu'il peut être aussi présent à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment l'axe Ouais. qui en fait potentiellement un mec indéfendable. Et ce qui était intéressant, enfin indéfendable, ou impossible à défendre sur Oui. lui, hein, bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Mais ce qui était intéressant malgré tout dans les 2 matchs là, de G-League que tout le monde a pu voir, c'est qu'il y avait quand même cette volonté, notamment sur pick and roll, de rouler fort vers le cercle et pas simplement de s'écarter systématiquement Oui. pour jouer du pick and pop, d'aller au rebond offensif, etc. Et même à la passe, dans le deuxième match, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes déjà. Pour encore une fois, hein, il a 18 ans. C'est assez fou en fait de voir toutes les choses qui sont déjà relativement en place. Et même si, voilà, sur le fait d'aller jouer à l'intérieur, il a aussi montré quand même que finalement, ça ne lui faisait pas peur, quoi, qu'il était capable d'y aller. Et par rapport à Porzingis, qui est forcément un petit peu la comparaison la plus actuelle, en tout cas, parce que pour les gens qui ont vu jouer Ralph Sampson, ça remonte à une autre époque et puis le jeu était très différent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a quand même cette capacité à pouvoir baisser son centre de gravité plus bas que Porzingis et à pas se faire systématiquement bouger par des joueurs plus petits que lui. Et quand il sera en NBA, ça sera d'autres volumes de joueurs et d'autres qualités. Mais tout ça, c'est vraiment super, super encourageant pour la suite, quoi. Ce qui est fou, Non, c'est qu'on se dit, il n'y a pas de limite établie, quoi. non, mais je parlais avec Jovian Loniang de Portez, et il me disait donc lui, il était dithyrambique sur Victor. Et il me disait, bon, bah, à un moment, je commence un peu à. Il arrive comme ça, donc en bas de la raquette, puis je commence à appuyer avec mon bras, et puis voilà, je joue de ma force et tout. Et donc lui, il dit, il a intégré ce que je voulais faire. Il dit, il a un peu reculé, et il m'a sorti un turnaround jump shot, donc en ayant conscience de ce que je voulais faire. Il dit, et puis moi, j'étais là. Et le turnaround, le gars, je me retrouve avec ma tête au niveau de sa taille. Il dit, il s'est adapté. Il dit, il a vu que je voulais un peu le brusquer, tout ça. Il dit, il s'est adapté. Et il dit, et ça, c'est vraiment. Il dit, on n'a encore rien vu, en fait. Il dit, c'est un mec qui réfléchit sur le terrain. Suivant ce qu'on lui propose en défense, il va, plus ou moins, ça ne sera pas toujours le cas, mais il va anticiper, réfléchir et voir comment arriver à s'en sortir. Et c'est vrai que il a un impact non seulement en attaque, mais aussi en défense, et aussi sur l'attaque au niveau de son jeu de passe. Dès qu'il est plus sur le terrain, Alain Vest le dit, hein, Alain Vest dit sans lui, on l'a danger, on en prenait 20. Il dit, c'est clair que quand il est sur le terrain, ça change tout. Et il y a aussi, oui, aussi au niveau de la défense, je pense qu'il va pouvoir bien peaufiner son jeu, parce que bon, le championnat français est très athlétique, ça va vite. Et c'est clair que quand il est dans la raquette, on n'attaque pas le panier de la même manière. C'est pire que Gobert. C'est déjà dingue, en fait, parce qu'il y a tous les tirs qui contre. Il y a ceux qui frôlent et il y a tous ceux où les mecs arrivent et repartent, en fait, tout simplement. Mais rien que là, les 2 matchs, encore une fois, qui étaient accessibles à tout le monde,
si tu pouvais prendre en compte le nombre de tirs qu'il a empêché l'adversaire de prendre parce qu'ils ont vu son nombre arriver, c'est dingue. Et je pense qu'à l'échelon supérieur, son impact défensif, il sera immédiat. Et la manière dont il comble les distances aussi, je trouve, c'est Ouais. incroyable. Très Alors, rapide. voilà, tu peux te dire, oui, ok, il a une envergure gigantesque. Et il y a même des captures d'écran de mecs qu'on a mis sur Twitter où tu vois, quand il se déploie, la distance qu'il arrive à gommer, c'est terrifiant, en fait. Non, c'est hallucinant, hein. Non, il anticipe bien, il lit bien le jeu. Il a une très bonne lecture de jeu, en fait. Mm. Donc, non, ça va être très intéressant. Puis en fait, lui, enfin, c'est ce que je mets dans. J'avais posé en fait, j'ai oublié de lui poser la question quand on s'était rencontrés. Puis j'ai dû retourner au Media Day pour lui poser la question de la LNB. Et en fait, il voulait ce challenge d'avoir une équipe complètement construite autour de lui. Il dit, moi, j'ai jamais eu ce challenge-là, en fait. Il dit, moi, même en U15 ou en espoir, j'étais toujours le plus jeune. Mm. Il dit, donc, il fallait à chaque fois que je me fasse ma place, mais on ne me disait pas, voilà, c'est ton équipe, on ne m'a jamais dit ça. Et je voulais avoir ce genre de responsabilité pour voir comment j'allais composer justement un genre de responsabilité, si j'allais pouvoir y répondre. Parce que même tout le monde était surpris quand il est parti de l'Asvel. Ouais. Et je pense que dans l'Asvel, il aurait été dans le 5 majeur, tout ça, mais je ne pense pas que le jeu aurait été construit autour de lui. Fort logiquement, hein. Bien sûr. Ouais. Vu les prétentions du club, et puis bon, il faut un petit panachage, et voilà, quoi. C'est la réalité aussi économique qui veut que tu peux pas mettre tout tes dés dans le même chapeau. Et du coup, ce challenge qu'il a avec le Valois, où l'équipe a vraiment été construite autour de lui, c'est une très belle équipe, hein. Les Requins sont bien, Waters, il est vraiment bien, moi je trouve. Carrément. Très, 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 très beau joueur. Carrément. Et du coup, et en plus, les joueurs ont compris leur rôle. Il n'y a pas de jalousie. En ce début de saison, hein, mais ils ont compris que voilà, ils étaient là pour faire briller Victor, essayer de maximiser son talent le plus possible. Il a tous les tickets de shoot, c'est assez hallucinant. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça en France. On n'a jamais vu une équipe française construite autour d'un Français qui prend tous les shoots. Ou alors j'ai la mémoire qui. Sonko à Levallois. Quand il est arrivé à Levallois, il avait 20 ans, je crois déjà. Mm. Mais c'était un contexte un peu différent parce que c'était aussi contraint et forcé d'une certaine manière. C'était quand même un club qui n'avait pas non plus les moyens de construire son effectif autrement. C'est un peu pareil à Levallois aussi. À Levallois, oui. ils sont un peu les pauvres. C'est tendu un peu financièrement. On ne sait pas trop où ils en seront l'année prochaine. C'est un pari, mais oui. Donc voilà. Donc moi je trouve ça c'est un très beau projet. Et puis lui, il a envie de ce genre de responsabilité. Parce qu'à mon avis, il se projette sur la NBA et sur le rôle qu'il va avoir. Il a envie d'avoir des responsabilités, lui, en fait. C'est ça. Et c'est pas évident, parce que souvent, les jeunes, en France, ils brillent. Mais dans un contexte particulier où tu es le 6e homme, on met pas tout le poids de l'équipe sur tes épaules. Lui, il veut ça. Non, c'est clairement ça, parce que même ceux qui sont NBA, genre Batum, qui était aussi précoce, qui était fort avec Le Mans, il était aussi dans la rotation. C'était pas l'équipe tournait pas autour de lui. Même chose pour Boris Diaw, les frères Pietrus, ils étaient aussi encadrés par des cadres à peau qui portaient le gros de l'équipe. Et eux, voilà, c'était un petit peu le supporting cast de luxe. Mais tu as raison là-dedans. J'ai pas souvenir non plus d'un jeune Français autour de qui l'effectif était bâti. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, même si c'est un peu anecdotique, cette victoire du deuxième match contre le Ignite, parce qu'en fait, ils ne sont pas si bien partis que ça. Et finalement, même Victor, il n'est pas si bien parti que ça. Au bout du compte, il assume ses responsabilités. Il prend des tirs parfois durs. Et il vient en rebond, il vient en contre. Et finalement, il repart avec la victoire. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi vraiment intéressant de noter que ce n'était pas juste un showcase dans le sens où je vais prendre tous mes tirs et puis peu importe si je les mets ou si je ne les mets pas. Non seulement il les a mis, et puis en plus, ça a payé collectivement, quoi. Mais c'est clair, parce que les tirs, il ne les met pas. Là, c'est tendu. Hein. Bah oui. C'est là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, le tir en première intention à 3 points, où il est à 9 mètres et quelques, voire plus. S'il ne le met pas, on passe un peu pour un fou, quoi. Et du coup, non, lui, il n'a pas peur de ça. Et non, il réagit bien, il réfléchit bien, encore une fois. Il s'adapte surtout sur le premier match. Le premier match, il est bien bousculé en première mi-temps.
il le gêne bien, et ben, il prend le temps d'analyser et de jouer différemment. Et ça, c'est une de ses qualités, hein. Mais encore une fois, moi, je découvre encore le joueur, hein. Je l'ai pas vu assez, j'ai pas vu autant jouer que Tony, par exemple, où dès l'âge de 15 ans, j'ai passé mes journées, mes week-ends à l'INSEP. Mais, mais c'est très, très impressionnant de ce que je vais pouvoir à Nanterre les années précédentes. Je ne l'avais pas vu à l'Asvel. Et puis là, les quelques matchs que j'ai vus avec le Valois, la confiance qu'il a en lui. Et on sent on sent qu'il se fait plaisir en fait, sur un terrain. Il y a beaucoup de joie. Il est content. Ouais. Il prend du plaisir parce que c'est quand on a une grande confiance en soi qu'on se fait plaisir et qu'on sent qu'on maîtrise son basket, qu'on est à même de jouer comme ça. C'est pas évident d'avoir toutes ces composantes réunies au même moment et d'être dans une sérénité au point de pouvoir. Parce qu'il y a plein de champions du monde de l'entraînement. Hein. Tac, il y a tout qui rentre, bim, paf, voilà. Et après en match, tchoup, il n'y a plus personne. Ah bah lui, je pense que lui, il se fait moins plaisir à l'entraînement et qui tente ces trucs de fou en match. Et comme il dit j'ai pas mis ça dans l'article, mais il dit dès que j'arrive sur le terrain, il y a comment dire, en français, parce qu'on a fait, étonnamment, on a fait l'interview en anglais, ce qui était très, très perturbant. Il dit je sens des produits chimiques, je sens que chimiquement il se passe quelque chose dans mon corps, et que ça va dans tout mon corps et que voilà, je suis inspiré. Mais ça, on le sent vraiment en plus. C'est le On le David sent Banner vraiment. mode basketteur, quoi. Oui, on sent vraiment il se passe quelque chose. Il dit je sais pas ce que je vais faire, mais tout se met en place et je suis dans un état second en quelque sorte, quoi. Et comme il dit qu'il est artiste, un artiste, ben on sait pas trop quelle toile il va peindre. Pour certains, avant de commencer, lui il est un peu dans ce mode-là en fait. Mais non, c'est un gamin qui est vraiment fascinant. Oui, en tant que journaliste, on ressort frustré en fait. On veut en savoir plus. Ouais, ça va être comme une série, en fait. C'est pas un long métrage, c'est une série. On en Oui, apprendra à chaque étape de sa carrière. Et ce qui est marrant, là, c'est aussi de voir les implications pour la saison NBA en elle-même. Parce que quand même, la l'onde de choc a été énorme et ça commence à parler de tanking dans tous les sens pour plus d'équipes que le nombre auquel on aurait pu s'attendre en début d'année. Est-ce que vous, il y a des profils d'équipes qui vous semblent plus adaptés à un joueur comme Victor, à sa personnalité, à son jeu? Quel sentiment vous avez sur ça? Toi, Pascal, par exemple, c'est il une bonne question. San Antonio, c'est Ouais. bien, mais après, il faut que Popovic lui laisse vraiment lui lâche la bride, quoi. Ouais. Il faut pas qu'il fasse comme avec Ginobili quand Ginobili est arrivé. Moi, j'ai vu Popovic. Je crois que j'étais allé voir le premier match d'Antoine Rigaudot à Dallas. Et sur une contre-attaque, dur. Ginobili, il part en contre-attaque. Il fait une double passe au-dessus de sa taille comme ça. Tchac, et puis la balle dans les tribunes. Et Popovic, il est devenu fou. Et en fait, mais je crois qu'il a compris au bout d'un moment qu'il fallait le laisser Ouais. faire son truc. Et je pense que c'est pareil avec Victor, mais c'est plus facile de laisser un arrière, entre guillemets, partir en live, même si c'est du live encadré, vu que c'est son style de jeu, qu'à l'intérieur. Il faudra qu'il oublie que c'est pas. Voilà, je pense que Popovic, ça lui fera du bien d'avoir un mec comme lui parce que ça le motiverait pour la fin de sa carrière. Et puis, Il a besoin de ce genre de challenge. la construction de l'équipe est peut-être adaptée à ce dont tu parlais, le fait d'avoir là autour, il n'y a pas d'énormes prospects, d'énormes jeunes joueurs, ils sont en train de reconstruire l'équipe. Non. Ouais. Ça peut entrer dans ce cadre-là, il est le franchise player Il serait établi. de suite la star. Ouais. Alors qu'autour, il y a quand même, il est supérieur en potentiel, en talent. Si tu prends Houston, les Jalen Green et tout ça, en tout, il est au-dessus, voilà. Mais il On y n'a pas aurait trop quand même envie des de jeunes voir avec, arriver à Houston. Hein. ouais, voilà, c'est ça. Ah Mais non, il y aurait des jeunes avec des dents possible. longues et même à OKC, en fait, quand tu penses, si après tu as Holmgren qui arrive, il y a d'autres mecs qui ont une hype à défendre. Et tout ça. À San Antonio, j'ai l'impression qu'il arriverait dans, voilà, c'est l'institution, la culture, comme on dit. J'ai l'impression que c'est le plus safe, en fait.
et que sur le reste, il y a plus de risques qu'il arriverait à surmonter, hein, néanmoins. Je ne dis pas que ça ne se passerait pas bien, mais ça me paraît plus safe sans Antonio. Personnellement, j'ai presque envie de le voir là plutôt qu'ailleurs. C'est vrai que l'histoire serait belle de retrouver un Français qui parte là-bas. Et puis aussi, le côté, ce que j'ai toujours trouvé dur pour les Spurs, c'est que finalement, le système de la draft tel qu'il est mis en place récompense jamais les équipes qui essaient d'être bonnes malgré tout, quoi qu'il arrive, année après année. Là, tu dis, si il Après, tente c'est deux fois. 14% de chance d'avoir le numéro 1 de la draft aussi. Hein. C'est pas, Ouais. c'est pas beaucoup non plus. Hein. Non, non, c'est clair. Non, non, c'est clair. Donc, si c'est pour proposer un sale spectacle pendant toute l'année à tes fans, et puis qu'au final, à la New York Knicks, tu n'as pas le numéro 1 de la draft. Non, c'est clair, mais tu dis, à un moment, C'est- Cleveland a récupéré, je sais pas combien de premiers choix de draft Ouais, oui. entre LeBron, Kyrie, Wiggins Anthony Bennett. et compagnie, Anthony Anthony Bennett. Bennett, non mais c'est vrai. Et tu te dis, bah, finalement, pourquoi est-ce qu'on continue de récompenser ces équipes qui apportent rien, en fait? Alors que tu dis, bah non, finalement, il y a un moment où Cleveland ne servait pas à grand-chose, en fait. Alors que tu dis, bah non, les Spurs, ils proposent du basket, ils font que les gens s'intéressent au sport, etc. Les Spurs ou d'autres, hein. Houston l'a longtemps fait aussi, a réussi à se reconstruire sans forcément passer par la case reset. Mais c'est vrai que San Antonio, l'histoire serait belle, quoi. L'histoire serait belle. Bah, faudrait pas qu'il y ait trop de vétérans en fait autour de lui, quoi. Il Sur son faudrait quand poste, même tu qu'il y veux en dire? ait, qu'il ait une année de transition, on va dire. Et puis pour pouvoir après vraiment libérer les chevaux, même si quand les numéros 1 de la draft, en général, on est censé produire tout de suite. Donc oui, c'est pas évident de trouver une. Mais ok, s'il n'y avait pas de Chet Holmgren, c'est Ouais, pas ça trop aurait mal. été- Hein. Ouais. Moi, j'en ai quelques-unes en tête. Ok, si je suis d'accord avec toi, mais sans Chet Holmgren, parce que je pense que les deux ensemble, c'est intriguant, Bah, Twin Towers, ouais. mais je serais Le pas basket archi d'aujourd'hui, je sais convaincu. pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et C'est ça. après, ça aurait été top. Hein. Tu as un meneur comme Josh Giddey, tu as un staff qui est réputé pour faire fonctionner ces jeunes, et tu as une équipe qui, de toute façon, aura envie de passer un cap. Ça aurait été top sans Holmgren. Bon, ils vont se foutre de ma gueule, mais Indiana. Alors, j'aime pas forcément, je n'ai pas forcément envie de voir Victor coaché par Rick Carlisle, même si j'aime bien Rick Carlisle. Je pense pas que ce soit Rick idéal Carlisle, pour non, un Rick jeune Carlisle, joueur le au gars qui annonce début. tous les systèmes avant son Voilà, meneur, non. c'est ça exactement. Ça, pour moi, je trouverais c'est ça pas trop. possible, ça. Il faudrait qu'il change de coach, mais de toute façon, je me demande si ça va pas tarder, très sincèrement. Je pense qu'ils vont bientôt changer de coach. Je pense qu'ils ont fait venir Carlisle à la base en pensant qu'ils allaient rester Ouais. compétitifs, et ça sera pas le cas. Donc, je pense qu'ils vont changer de coach. Et là, pour le coup, il y aura un meneur comme Haliburton. Je trouverais que ce sera intéressant. Il n'y a pas trop de vétérans. Je pense que Miles Turner de toute façon va bouger, Buddy Hield va bouger. Donc pourquoi pas Indiana? Je ne serais pas complètement contre. Et après, ça sera un très gros reach. Mais si Toronto arrivait à manquer les playoffs parce qu'il y a un joueur qui se blesse, Ouais, ce serait ouf. Ouais, ce ça serait ouf. serait très beau. Et qu'après, il faudrait. Parce que même, je pense, même avec un blessé, même si Siakam se blesse, je pense qu'ils sont encore trop forts pour être nuls. Mais si avec un peu de chance, voilà, comme tu as dit, il y a 14% pour le premier. Donc imaginons que Toronto défie les odds et se retrouve avec le first pick. Je trouverais ça très sympa de commencer à Toronto avec direct une bonne équipe. Où il serait en Marseille, fait. ça fait depuis longtemps qu'il le suit, Victor. Ouais. Ah bah en plus, Ouais, alors, très, c'est très longtemps. parfait. Il était là, le dernier match que j'ai vu de Victor, il y avait Masai Ujiri dans la salle. Donc, Ah ouais? il surveille. Ouais. Bah, je ne sais pas si c'était lui qui surveille en particulier, hein, mais On va pas voir venir quand il va lâcher Siakam et Anunoby pour. la Non, mais personne. c'est clair que toute la ligue est. Moi, le match que j'étais allé voir contre le Portel, le matin, je voulais venir au practice et j'ai pas compris. Je sentais qu'il y avait une petite gêne. Je fais tiens, oui, il faut que tu viennes. Viens plutôt à 11h15. C'est bizarre. Et je comprenais pas trop. Et le soir, j'ai vu Brad Stevens dans la salle. Ok. Donc j'ai compris que Brad Stevens avait assisté au practice. Et même un mec comme Brad Stevens, il va te dire en off, on n'a aucune chance de l'avoir, mais il était là. Il était là. Et puis après, comme encadré avec un mec comme Tatum, ça peut être sympa. Bon, ils ont aucune chance de l'avoir. Hein. Mais après, tu sais jamais ce qui peut se passer au niveau de la draft, au niveau de la free agency, qui peut bouger, tout ça. Mais tout ça pour dire que tout le monde vient le voir, tout le monde vient analyser, tout le monde se projette, tout le monde a une vision. Je pense que beaucoup de GM, en fait, ont déjà une vision. Ils sont déjà en train de réfléchir comment ils pourraient construire leur équipe autour de Victor. Et du coup, en février, ça va être la violence aussi. Hein. Ça va être tendu. Hein.
Donc, clair. le play-in tournament, là, ça va être du sale. Hein. Parce qu'il y a plein de gens, ils ne voudront pas y participer, en C'est fait. hein. exactement ce que j'allais dire. Tu vas avoir des mecs de G-League qui vont se retrouver dans le 5 majeur pour jouer les matchs qualificatifs pour le play-in. Ça va faire comme ça pour pas mal d'équipes. Hein. Et si les Knicks, le draft, Pascal, tu prends femme et enfant et tu retournes à New York ou pas? Ah, c'est tellement la folie avec le loyer, là, maintenant. Tu sais, c'est 40%. C'est 40% plus cher le loyer qu'avant le Covid. Hein. Ah oui, putain, ouais. Non, mais oui, sur le principe, ouais, ça serait extra. Mais les Knicks, vraiment, enfin, je les adore. Hein, enfin, je les adore. J'aime beaucoup Mkhitaryan donc je peux me permettre de trop trash talker, mais elle est tendue cette franchise quand même. C'est quand même, elle est autant exceptionnelle au niveau de son marketing. Je pense qu'au niveau marketing, communication, il n'y a personne qui les touche en NBA, mais vraiment personne. Hein. Tout est réglé à la perfection. Mais alors au niveau du basket, c'est toujours. Il faut encore face à une autre émission Non, on n'a pas envie, spécialiste avec toi, de voir, on Pascal. n'a pas envie. Non seulement. Après New York, il serait content, hein, Victor. Hein. Oui. Mais non, je crois qu'on n'aimerait pas. Non, Léon Rose et compagnie, là, non. C'est obscur en fait. Le fait que les gens ne communiquent pas, ils communiquent pas ces gens en fait. Hein. Mm. Ils communiquent pas, ils sont pas francs devant les caméras. C'est difficile pour les collègues sur place de les avoir. Ce qui fait que t'as pas trop envie de voir le plus grand prospect de l'histoire du basket français arriver là-bas en fait. Non. Brooklyn non plus. On se refera une émission spéciale New York avec toi, Pascal, parce que si parmi vous, il y en a qui ont le MOOC numéro 4 spécial New York de Rivers, vous pouvez retrouver aussi une très belle interview de Pascal réalisée par Shai Mamou, dans lequel Pascal nous raconte un petit peu voilà, son expérience américaine et notamment à NYC. Merci encore en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Pascal, je vous encourage aussi à aller choper le slam, gardez-le de côté hein, parce que ça va devenir une pièce de collection, ça c'est sûr. C'est pas souvent qu'on parle autant d'un Français, c'est pas souvent qu'un journaliste français signe papier de cover non plus d'un magazine photographe US français et photographe français bien entendu joueur français 100%. Ouais. Mais ils sont marrants, je crois qu'ils ont mis un petit truc dans le comment on appelle ça là, la reliure. Ouais. Ils voulaient mettre un petit jeu de mots à la française. Alors ils me disent ouais on a mis bientôt arrive. Je fais non mais c'est vrai. Pour coming soon. Ils ont tapé coming soon. Bon. Donc il a fallu. Mais c'est pas facile de traduire coming soon en français. Ouais. Avec le même punch. Ouais, c'est mais clair. non, ils étaient 100% committed sur le French Touch de Slam. Ok. Bon, ça c'est cool en tout cas. Mais merci encore pour tout. Vous pouvez suivre Pascal sur Twitter, entre autres. Et puis, allez regarder ses articles. Sur Basket Session, vous retrouvez la plume de Shai et Antoine. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous bientôt. Allez voir aussi, si vous en avez l'occasion, Victor, toute la saison. C'est l'année ou jamais, peut-être. Il faut aller voir Victor partout. Des billets d'avion et des places NBA. Voilà, en attendant, peut-être. Parce que oui, effectivement, ça sera cette année ou ça sera peut-être 2024 pour les JO, la prochaine fois qu'on pourra le revoir vraiment en France sur le territoire. Donc, il faut en profiter. Pour l'anecdote, vas-y. Le gars, il dit quand même tu dis l'équipe de France, c'est important pour toi. Il dit à Paris. Il dit bah oui, parce que le plus tôt que je pourrais gagner un titre, ça sera à Paris. Parce que la première NBA, on va pas. Bon, je vais tout faire pour, mais je crois pas. Et à Paris, c'est là que je pourrais gagner un titre. Et c'est là que je pourrais retaper les Ricains qui vont taper au championnat du monde des Et il dit taper les Ricains en finale et avoir la médaille d'or. Voilà, ça serait quand même le cherry on the cake. Donc, il se projette déjà, le gars. Ok, on prend rendez-vous. Alors, on prend rendez-vous pour la finale des JO 2024 avec Victor. On manquera pas de lui rappeler cette petite prophétie annonciatrice. Merci pour tout, en tous les cas. Merci pour l'invitation. C'est très sympa. Toujours agréable de se poser, d'être avec mon gars sur Shai, là, de fan de Broadway. Toujours sympa. On se refera ça avec plaisir. Pascal, merci encore pour tout. Salut à tous. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Ciao à tous. Ciao. Bye. Au revoir. Is out there, and it's either play or get played.